Donc, bonjour à tous et bienvenue au Supercalculateur ici à Centrale Nantes. On est dans le bâtiment D à Centrale Nantes, où est situé le Supercalculateur. On est en compagnie de Pierre-Emmanuel Guérin, qui est ingénieur de recherche et responsable de la plateforme, et qui va nous présenter donc cette installation. J'installe un micro sur Pierre-Emmanuel et on est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette session live de présentation du supercalculateur de l'École centrale de Nantes. C'est une machine en fait qui, c'est ni plus ni moins qu'un gros ordinateur. Cette machine a été conçue et assemblée par la société Bulb, qui est aujourd'hui une partie intégrante de la société Atos. Ce projet en fait c'est un financement régional Connect Talent. Donc, un financement de la région, du FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional, un financement aussi de Nantes Métropole et de l'École centrale de Nantes. C'est pour ça que la machine est intégrée ici. Elle a été installée en fin 2015, en fait, dans les locaux. On va voir juste un instant, et démarrée début 2016. Bon, maintenant c'est parti, allons voir la machine. Voici le supercalculateur. Comme vous pouvez voir, ça ressemble ni plus ni moins à un cube, mais par contre dans lequel on peut rentrer. Un supercalculateur, on va estimer sa taille en nombre de cœurs. Les cœurs, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les unités de calcul qui composent les processeurs. Après, donc cette machine est composée d'à peu près 6400 cœurs de calcul. On va aussi préciser sa performance en nombre de flops. Les flops, qu'est-ce que c'est? Ce sont le nombre d'opérations à virgule par seconde que peut faire un ordinateur. Cet ordinateur, ce supercalculateur, est capable de faire 200 teraflops, c'est-à-dire 200 000 milliards d'opérations à virgule par seconde. Maintenant, allons voir plus en détail à quoi ressemblent les nœuds de calcul. Attention au bruit. Ici, nous avons un rack composé uniquement de nœuds de calcul. Vous avez 4 parties, 4 châssis. Dans ces châssis-là, il y a 9 lames. Chaque lame est composée de 2 nœuds de calcul. Les nœuds de calcul sont ni plus ni moins que de très bons ordinateurs. Après, pour toute la partie calcul, il y a évidemment des données à stocker. Pour stocker ces données, nous avons une partie de stockage. Ici, nous avons à peu près, pour vous donner une estimation, à peu près 1 pétaoctet d'espace de stockage. Pour faire l'analogie par rapport à ce qui est connu un peu plus souvent, 1 péta, ça équivaut à 1000 téras. Après, une spécificité de la machine aussi, ça va être ces serveurs-là. À nouveau, ce sont de très bons serveurs, très performants, avec des cartes graphiques très performantes. Ils vont être dédiés à la visualisation à distance. L'objectif de cette visualisation à distance, c'est d'envoyer les données de calcul. Ces données-là sont généralement plus faibles, prennent pas forcément beaucoup de place. On va faire les calculs, ce qui va générer beaucoup de données sur le stockage. Et après, on pourra visualiser les résultats directement grâce à ces serveurs-là. L'idée, c'est de ne pas avoir besoin de retélécharger tous ces résultats, d'utiliser la bande passante, de passer du temps à tout télécharger pour pouvoir traiter après les données. On peut tout faire via une connexion ADSL toute simple. Après, cette machine ne serait pas un supercalculateur sans une partie vraiment très importante, qui est le réseau. Sans réseau, ce serait juste des ordinateurs les uns à côté des autres. Nous avons un réseau bien particulier, je vais vous faire découvrir. Ce réseau va se trouver ici. C'est un réseau InfiniBand. Sa particularité, c'est son débit. Là, sur ce matériel-là, nous avons un débit, nous avons la possibilité d'échanger en réseau l'équivalent d'un DVD par seconde. Et l'autre particularité de ce réseau-là, c'est sa latence. La latence est très faible, ce qui permet d'échanger, de communiquer rapidement et d'échanger les données le plus rapidement possible entre les nœuds de calcul, pour ne pas ralentir les calculs à cause du réseau. Après, pour cette machine-là, elle a une autre particularité, c'est son système de refroidissement. Comme vous pouvez le découvrir dans cette armoire, il y a de la tuyauterie, de la plomberie. En fait, il y a un système de refroidissement liquide à l'intérieur. Ce système est basé sur une boucle fermée. Il y a un fluide qui va circuler dans cette boucle-là, qui va venir à environ 30-35 degrés dans le calculateur, absorber les calories et ressortir vers l'extérieur à 40-45 degrés à peu près.
À l'extérieur, en fait, le tout est refroidi dans ce qu'on appelle une tour adiabatique. Cette tour permet de refroidir tout le circuit juste à l'air libre. Et nous avons d'ailleurs actuellement un projet en cours d'étude pour savoir si nous pouvons récupérer les calories de cette machine-là pour pouvoir chauffer le bâtiment actuel. Pour vous montrer un peu plus de détails de ce système de refroidissement, voir comment ça se passe dans le calculateur, on va aller voir directement une lame de calcul. Alors, tout à l'heure, je vous montrais les lames vues de l'extérieur. Maintenant, on voit vraiment la partie intérieure. Ici, c'est la lame. Si vous séparez en deux dans la longueur, vous avez deux nœuds de calcul, enfin un de chaque côté. Ce qui est important dans le système de refroidissement, c'est la plaque qui va être collée directement dessus. Ici, au bout, vous pouvez voir les entrées-sorties. Et à l'intérieur, c'est un serpentin en fait, qui va faire circuler le fluide, qui va lui permettre d'absorber toutes les calories dégagées par tous les composants électroniques. Vous pouvez voir. Tout à l'heure, je vous parlais des fameux processeurs. On trouve ici, chaque nœud, on a deux. Donc, tout ça dégage beaucoup de chaleur, c'est absorbé et c'est refroidi en extérieur. Actuellement, nous avons d'ailleurs à l'étude un projet de récupération de cette chaleur qui est perdue finalement à l'extérieur pour pouvoir chauffer le bâtiment dans lequel se trouve le calculateur. Pour vous donner une autre image, ici, nous avons fait une maquette dans le cadre d'un projet. Nous sommes en effet en train de produire un MOOC dédié au supercalculateur qui devrait sortir à peu près en automne 2021. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé une maquette du supercalculateur que vous avez vu à l'instant, et cela avec des petites cartes, qui sont des petits ordinateurs, ce qu'on appelle des Raspberry Pi, vous connaissez peut-être déjà, et des Lego. Concrètement, nous avons assemblé les cartes avec un réseau, du stockage, et nous avons refait un calculateur. Cette machine fonctionne vraiment. Elle n'est pas performante du tout, évidemment, mais elle fonctionne, et cela permet de faire quelques tests pour nos propres besoins, ou ça peut servir éventuellement à la formation des utilisateurs du calculateur. Maintenant, une autre partie importante quand même, je vais vous présenter, je vais surtout vous expliquer à quoi ça sert. Vous avez vu la machine, d'accord, c'est un ordinateur, c'est très grand, impressionnant, mais il faut savoir à quoi ça sert. Derrière moi, vous pouvez voir à l'écran quelques images en fait, des résultats de calcul qui ont pu être générés sur cette machine-là. Donc, principalement, en fait, ce type de machine sert à faire de la modélisation numérique. La modélisation numérique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement reproduire un objet du quotidien ou des objets qui existent vraiment sur ordinateur pour appliquer tout un tas de choses sur ces éléments. Prenez l'exemple, souvent, c'est beaucoup utilisé dans le monde des transports. Par exemple, reproduire un véhicule, une voiture, pour faire des crash tests. C'est plus facile de le faire sur ordinateur que de le faire en réel. Après, ça peut servir aussi à faire des expériences dangereuses, comme des explosions nucléaires, mais aussi à faire des expériences qui sont difficilement réalisables. Par exemple, des expériences scientifiques en apesanteur. Dans un code de calcul, en fait, supprimer la gravité, c'est juste modifier une seule valeur. Après, c'est beaucoup utilisé aussi pour la météo, que vous pouvez suivre généralement. L'idée, c'est comme d'avoir les prévisions météo la veille. Donc, plus le calculateur va être performant, plus on aura des résultats précis à un endroit précis, en France, par exemple. Après, dans un domaine totalement différent, ce genre de machine est utilisé pour l'animation. Pour faire des films d'animation, il y en a beaucoup qui sont réalisés avec les calculateurs aujourd'hui. Imaginez qu'une image d'un film d'animation, aujourd'hui, ça peut être des dizaines, voire même des centaines d'heures de calcul. Donc, sur tout un film, au final, ça fait quand même beaucoup d'heures de calcul. Après, un autre domaine, ça peut être la finance, par exemple, ou l'intelligence artificielle, dont on entend parler énormément aujourd'hui. Mais encore la santé, si vous voulez simuler des interactions entre différentes molécules pour créer des médicaments ou des vaccins, ce sont des choses qui sont assez indispensables pour aller plus vite et gagner du temps. Globalement, j'en ai terminé avec la présentation de la machine. Je vais laisser place à vos questions, tout simplement. Oui, bonjour. Donc, Sandrine, je vais retransmettre les questions que j'ai reçues. Alors, j'ai une première question, c'est qui peut accéder au supercalculateur et quelles sont les modalités d'accès?
En fait, actuellement, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, mais cette machine, c'est une machine qu'on appelle de type tier 2. C'est une machine régionale. En France, il y a une trentaine de machines similaires à celle-ci. Et en fait, principalement, ce sont des utilisateurs académiques et industriels de la région Pays de la Loire qui vont utiliser cette machine. Et après, au niveau des modalités d'accès, il suffit de faire des demandes de création de projet. Il y a différentes possibilités, soit les utilisateurs viennent avec un financement pour payer des heures de calcul, soit des utilisateurs, cette fois plutôt académiques, par contre, peuvent bénéficier dans différents, sous réserve de conditions en fait, d'heures de calcul qui peuvent être mises à disposition. Mais est-ce que moi je peux venir tout seul, par exemple, et utiliser ça, ou il y a une équipe sur place? Comment ça se passe? En fait, ce supercalculateur est aussi associé donc, à la partie ce qu'on va appeler mésocentre, ce qui va regrouper le calculateur, le personnel pour gérer cette machine. Aujourd'hui, pour gérer cette machine, nous sommes 2 personnes. Et associé à tout cela, il y a un laboratoire de recherche qui est l'Institut de calcul intensif. C'est un des laboratoires de l'École centrale de Nantes. Et finalement, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi accompagner, aider à développer du code pour les propres besoins de chacun. Merci. Alors, la question suivante, on nous demande s'il y a des séances de formation pour l'utilisation du supercalculateur. Exactement. C'est qu'on forme les utilisateurs. Tout s'était un petit peu arrêté avec les différents confinements, mais là, on relance un petit peu la machine de ce côté-là. Généralement, ce qu'on fait, en fait, il y a une session de formation par mois et on va essayer d'aborder plutôt différents niveaux de formation. Un niveau plutôt débutant qui va permettre de découvrir un petit peu le monde du calcul, à quoi ça sert, comment ça se passe, quel type de machine on va utiliser dedans, et de découvrir vraiment les premiers pas qui vont permettre d'aller sur ce type de machine et de les utiliser. Et après, on fait des sessions un petit peu plus avancées sur des parties bien précises de ce calculateur, entre autres. Et après, on peut toujours développer des sessions un peu plus expertes, mais là, il faut trouver les personnes un peu plus qualifiées pour gérer toute cette partie-là. Après, c'est aussi dans ce cadre que ce que je disais juste avant, la formation, le fameux MOOC est développé et produit. C'est pour accompagner les utilisateurs du niveau débutant jusqu'au niveau développeur pour pouvoir faire des calculs sur ce type de machine. OK, alors sur un autre niveau de formation, est-ce que les étudiants ont accès au supercalculateur pour des cours ou des projets? Effectivement. Depuis très peu de temps, finalement, depuis la rentrée de 2020, cela a été mis en place. Auparavant, il y avait d'autres solutions, mais aujourd'hui, les étudiants, avec leurs projets de formation ou différents types de projets, d'ailleurs, derrière moi, vous pourrez certainement voir des images, entre autres, issues de projets d'étudiants. Ils peuvent accéder, bénéficier d'heures de calcul pour leur formation et donc voilà, pour utiliser la machine pour leur formation. OK, alors on nous demande, est-ce que vous avez déjà eu des pannes ou des tentatives de hacking? Voilà, je pense que c'est une des questions qu'on peut se poser. Alors les pannes, ça arrive beaucoup plus souvent, oui, que le piratage finalement sur ce type de machine. Il y a quand même tout un tas de sécurité pour pouvoir rentrer dans cette machine. Et par contre, par rapport aux pannes, vous avez pu apercevoir un petit peu la densité en fait, des équipements à l'intérieur. Évidemment, plus il y a d'équipements qui sont rapprochés, plus ça va générer de chaleur aussi. Et les composants électroniques à la chaleur, c'est pas trop compatible. Donc effectivement, ça arrive qu'il y ait des pannes, et entre autres des pannes électroniques, juste la mémoire vive par exemple dans un autre calcul, donc ça c'est vite remplacé. On a déjà eu des pannes aussi par exemple sur le système de refroidissement avec des pompes qui tombent en panne. Donc là, voilà, faut juste les remplacer, et puis c'est reparti pour continuer les calculs. Sur ce sujet-là, justement, on nous demande le calculateur est refroidi par liquide. Est-ce que c'est un circuit fermé et est-ce que les calories sont réutilisées? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et effectivement, c'est un circuit fermé qui va jusqu'à l'extérieur. Pour ceux qui connaissent un petit peu le campus, vous pouvez voir une sorte de grande tour entre le bâtiment D et le bâtiment H. C'est ce qu'on appelle la tour adiabatique. Et le circuit va finir de se refroidir à cet endroit-là, en fait, sur le campus, donc, en free cooling, c'est-à-dire à l'air libre. Et en fait, actuellement, il y a un projet à l'étude pour pouvoir récupérer les calories qui sont perdues à l'air libre et chauffer le bâtiment D, surtout en hiver, évidemment.
Ok, alors j'essaye de rassembler les questions par thématique un petit peu en même temps. Est-ce que, alors par exemple, notamment par rapport à la question des pannes, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de la machine et à quelles échéances, peut-être notamment pour éviter ces pannes? Alors, effectivement, cette machine-là a été démarrée en 2016. Ça fait déjà 5 ans, donc début 2016. Autant dire que pour une machine comme celle-ci qui tourne sans arrêt, comme ça reste quand même de l'électronique, 5 ans, c'est déjà une machine plutôt ancienne. Donc là, actuellement, nous travaillons sur des projets en fait, de renouvellement et d'extension de la machine. Depuis peu, on a eu la validation en fait, sur un projet PIA 3 pour héberger en partie une machine de formation qui va être dédiée à la formation des étudiants à travers la France. Et en fait, cette machine qui va être hébergée à Centrale Nantes sera une partie du calculateur qui va être hébergé à différents endroits en France. Il y aura 6 parties en fait. Et donc tout cela dédié aux étudiants en France. Ils pourront y accéder depuis n'importe où. Finalement, il y aura un portail. Ils pourront lancer des calculs sans savoir spécifiquement sur quelle machine les calculs vont tourner. Après, il y a une autre partie un peu plus en attente de réponse au niveau de la région. Cette machine a été financée en partie par la région Pays de la Loire. Donc régulièrement, on a des possibilités d'avoir des financements et là, on est en attente de savoir si on peut pas obtenir un financement pour remplacer cet équipement. Ok. On nous demande comment sont classifiés les supercalculateurs en termes de puissance, par exemple, au niveau européen. Comment sommes-nous positionnés? Alors, et il y a un top 500 qui existe des 500 calculateurs les plus puissants au monde. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est un calculateur japonais. Bon, pour vous donner une échelle à peu près, il est 2000 fois plus performant que la machine qu'on peut avoir ici. Il fait, en termes de puissance en flops, il fait 400 pétaflops. Pour une idée, voilà, c'est 2000 fois plus puissant, mais à peu près 2000 fois plus grand aussi au niveau des locaux et toutes les installations, etc. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais après, au niveau européen, en fait, on a quelques machines. Donc, si on prend l'Europe plutôt géographique, il y a une machine en Suisse qui est très performante, qui est assez bien classée d'ailleurs dans ce top 500. La France est pas trop mal classée. Après, j'ai pas de statistiques réelles. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site du top 500, c'est top500.org, il me semble. Vous aurez tout un tas d'informations, de statistiques sur ces machines-là. Et après, en fait, actuellement, il y a aussi tout l'aspect exascale. Aujourd'hui, la machine la plus puissante est pétaflopique. Donc, les pétas, c'est 1000 fois plus que les téras, comme ce qu'on peut avoir. Et l'hexaflop, c'est 1000 fois le pétaflop. Donc, actuellement, au niveau européen, en fait, on est en train de développer des machines qu'on appelle pré-exascale. Ce sont des machines qui vont faire plusieurs centaines de pétaflops. Et l'objectif, c'est de se rapprocher de l'hexaflop. Donc, en Europe, il y a plusieurs machines qui vont être installées très prochainement en tant que machines pré-hexaflop, en attendant d'avoir ces fameuses machines hexaflopiques un peu partout dans le monde. Mais du coup, elles sont connectées entre elles alors? Comment ça se passe pour arriver à cette puissance? On les connecte entre elles? Alors ça reste des machines... au niveau des pré-hexascales, en fait, normalement, chaque machine est plutôt indépendante. Mais après, comme les machines pré-hexascales, on pourrait très bien penser à un système d'interconnexion pour pouvoir gérer, obtenir une machine hexaflopique finalement. Après, comme j'ai pu le dire pour le projet précédent, là, le projet qui s'appelle Maisonnette, là, pour la machine de formation, finalement, ce sera 6 machines distinctes en France qui vont être rassemblées en une seule et accessibles depuis un seul point d'entrée. Donc, c'est possible de le faire, effectivement. Alors, on demande aussi combien coûte une seconde de calcul à 100% des capacités. Alors, une seconde de calcul à 100% des capacités. Alors, généralement, sur ces machines-là, on va estimer le coût horaire en fonction de l'heure cœur. Parce que le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus petite unité de calcul dans la machine. Et donc, on va multiplier ça par le nombre d'heures qu'on va passer sur un certain nombre de cœurs. C'est-à-dire, si vous utilisez 1 heure sur un cœur, ça aura un certain coût. Mais après, si vous utilisez, par exemple,
2 heures cœur, ça va être soit 2 heures sur un cœur ou 1 heure sur 2 cœurs. Après, pour calculer à la seconde, il faudra voir par rapport à ce coût horaire, mais c'est de l'ordre de quelques centimes en fait de l'heure cœur généralement. Oui, j'ai fait les comptes parce que j'étais en train de répondre à la question. Donc, c'est 3 centimes effectivement de l'heure cœur. Donc, ça permet de payer à la fois le coût ingénieur personnel, mais aussi le coût de fonctionnement, les infrastructures avec l'amortissement inclus. Et en fait, si on fait la totalité de la machine sur 1 seconde, ça fera environ 3 euros. Juste la nouvelle voix que vous venez d'entendre, est-ce que cette voix peut se présenter? Oui, désolée. Donc, je suis Louisa Silva, je suis directrice de l'Institut de calcul intensif et donc je modère un peu quelques questions qui sont posées dans le chat qui sont très intéressantes et j'en profite pour compléter la réponse de Pierre-Emmanuel. Merci Louisa. Peut-être une autre question. On nous demande si on a une idée et si on calcule l'impact environnemental du supercalculateur. Alors, aujourd'hui, on a quelques mesures effectivement de la consommation énergétique de la machine. À vrai dire, la machine, quand tout tourne au maximum, en consommation électrique, on est de l'ordre de 100 kWh. C'est quelque chose d'assez phénoménal pour ce type de machine. Effectivement, ça fait du chauffage quand même pour plusieurs maisons, mine de rien. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut facilement calculer l'impact. Et aussi, par rapport au projet d'étude de récupération de cette chaleur, c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation. Donc, très bientôt, on devrait avoir un peu plus de réponses de ce côté-là. Ouais. Et est-ce qu'on peut prendre aussi en compte le fait que ces calculs remplacent des actions, on parlait de moteur tout à l'heure, justement, on dépense beaucoup, mais on économise sur d'autres points? Effectivement, après, ce type de machine, je parlais de crash test automobile. Un constructeur automobile, plutôt que de construire, par exemple, une centaine de véhicules pour les crasher réellement contre un mur, s'il construit son véhicule de manière numérique et qu'il le crache sur un mur numérique aussi, finalement, il aura économisé tous les véhicules qu'il aura pu crasher. Non seulement ça fait une économie financière, mais derrière, ça fait aussi une certaine économie. Là. On parlait à l'instant de la thématique développement durable. Donc, ça permet de moins gaspiller de ressources, entre guillemets, pour construire les véhicules et les casser tout de suite. Mais après, il y aura certainement une phase aussi, il va quand même construire quelques véhicules pour vérifier si la simulation correspond bien à l'expérimental avant de pouvoir vendre ces véhicules. On parlait tout à l'heure de l'implication des étudiants, enfin l'accès aux étudiants. Et par rapport aux autres labos de Centrale, est-ce qu'il y a j'imagine des projets qui utilisent le supercalculateur? Tout à fait. C'est vrai qu'au sein de Centrale, il y a plusieurs laboratoires de recherche qui ont des besoins de calcul. Et on trouve derrière moi, vous pouvez apercevoir quelques images comme celle-ci, par exemple. Ça passe très vite. L'image que vous avez vue avec l'aviron, finalement, ça, c'était un des projets étudiants justement qui a permis de travailler qui a été généré sur le calculateur. Ici, vous pouvez voir d'autres choses. Le laboratoire, le LEA, donc le laboratoire d'hydrodynamique de Centrale Nantes, qui a fait tout un tas de calculs sur la machine. Ça défile un petit peu. Donc, globalement, il y a beaucoup de besoins de calcul, surtout le laboratoire d'hydrodynamique. Voilà, c'est quelque chose qui va concerner des coques de bateau, une interaction avec de l'eau, donc potentiellement beaucoup de points de calcul. C'est beaucoup plus simple de simuler cela sur ordinateur que de faire peut-être les tests en réel. Après, il faut aussi les infrastructures pour générer tout un tas d'expériences. Alors, c'est en partie ce que vous venez de faire là, mais une question très globale sur YouTube, peut-être pour repréciser qui utilise et à quel but le supercalculateur. Alors, qui utilise globalement, c'est comme les académiques et industriels de la région Pays de la Loire. Donc, c'est-à-dire académique, ça concerne un petit peu toutes les entités, tous les laboratoires de recherche, par exemple, de la région. Aujourd'hui, les différents laboratoires de l'école centrale sont utilisateurs de cette machine-là. Après, les industriels, ça peut être les industriels de la région. On a tout un tas d'industriels qui sont très intéressés, entre autres, si on pense au chantier de l'Atlantique, voilà, qui font
du développement au niveau des bateaux. Ça, c'est des ressources de calcul qui peuvent les intéresser. Après, oui, je pense que la réponse, j'espère qu'elle est assez claire. Donc, académique, industriel, laboratoire de recherche, dès qu'il y a des besoins de calcul, en fait, ce type de machine est là pour ça. Et dès que les besoins de calcul dépassent les capacités aussi d'un ordinateur de bureau, par exemple. Peut-être pour un exemple justement d'application un peu précise, on me demande sur la puissance et puis le type d'application dans le cadre de l'intelligence artificielle qu'on peut faire avec la machine, avec le supercalculateur. Alors là, avec l'intelligence artificielle, c'est très très vaste, évidemment. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la santé. Avec l'intelligence artificielle, globalement, on change un petit peu de perspective avec cette partie-là. Tout ce qui est intelligence artificielle, souvent, on va beaucoup sur des statistiques ou ce genre de choses. Dans le monde de la santé, c'est des choses qui vont être assez intéressantes. Par exemple, potentiellement, on va rentrer des paramètres pour une potentielle pathologie chez un patient. On va faire tout un tas de statistiques par rapport à différents paramètres et on va pouvoir dire si éventuellement, oui ou non, ce patient-là peut avoir cette pathologie-là ou non. Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, on peut utiliser des ressources de calcul. Et les réponses qui vont pouvoir être fournies par la machine vont alimenter une sorte de base de connaissances, ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle un réseau de neurones. Et plus ce réseau de neurones va être conséquent, plus on aura des réponses précises en fait, dans des cas précis. Alors peut-être pareil, une application un peu particulière, une question qui vient de YouTube aussi. On nous demande si vous pouvez aider, grâce au calcul, à améliorer la performance des athlètes français, par exemple pour les JO. Mais je pense par exemple, surtout puisqu'il y a une image qui passe derrière, sur certains équipements sportifs. Potentiellement, oui. Alors, il y a évidemment deux choses à distinguer. Il y a à la fois l'athlète, bon, ça, à part améliorer un petit peu les vêtements qu'ils peuvent porter, ce genre de choses. Voilà, ça pourrait éventuellement se faire du calcul. Mais après, la tête en lui-même, on ne pourra pas l'améliorer grâce au calcul, forcément. Mais derrière ça, il y a aussi l'équipement, comme on a vu à l'instant avec l'aviron. L'aviron, quant à lui, pourra être amélioré et être optimisé pour avoir par exemple, un minimum de frottement dans l'eau, pour pouvoir aller le plus vite possible en faisant, j'exagère un petit peu en disant ça, mais en faisant le moins d'efforts possible. Et du coup, sur cet aviron, en fait, c'est un projet d'étudiant de l'école, sauf erreur de ma part. Et là, il a été créé carrément un simulateur, c'est ça? Alors là, pour cette partie-là, il me semble qu'il y a eu un simulateur. Je n'ai pas tous les détails précis de ce projet-là. En fait, c'est un projet étudiant qui s'est déroulé sur plusieurs années. Et voilà, ils ont fait tout un tas de recherches par rapport aux avirons, donc en allant prendre des informations auprès des sportifs de haut niveau qui font de l'aviron et voir ce qu'ils pouvaient améliorer de leur côté pour faciliter les choses pour les athlètes. Eh bien, moi, j'arrive à la fin des questions. Louisa est effectivement en parallèle en train de répondre à certaines à l'écrit. Donc voilà, je pense qu'on a pu aborder pas mal de sujets. Je vais laisser la main à Patrick. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel. Merci à toute l'équipe du Supercalculateur de nous avoir reçus aujourd'hui. Désolé pour le son, si j'ai bien compris, il y a eu quelques petits soucis de son à l'intérieur, mais je crois que vous l'avez compris, à l'intérieur, c'est très très bruyant. Juste pour l'information, on le voit d'ici, le supercalculateur, et vous allez peut-être voir sur une image ici des bouchons anti-bruit là-bas. Et effectivement, apparemment, c'est un endroit qui est très très bruyant. Donc désolé pour ça. On espère quand même que vous avez pu suivre correctement ça. Merci de nous avoir suivis. Le prochain Central In Live, si je ne me trompe pas, c'est le 20 mai. Sandrine, est-ce que je confirme. Tu confirmes. Et ça sera au banc moteur au laboratoire Léa.
les bancs moteurs atmosphériques que nous vous ferons visiter. On vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous et on vous dit au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.